Salut tout le monde, toujours sur la chaîne de Comics Initiative. Je vous avais proposé, il y a quelque temps en tout cas, une vidéo autour du Fils de Bulle et de sa vidéo qui s'appelle «Le marché de la BD et du livre est en train de mourir» et j'avais hésité à l'origine, à vous faire une deuxième partie et en fait, tant qu'à faire, autant vous la proposer, de continuer à réagir sur sa vidéo. Et on va commencer pas plus tard que maintenant. Je vous invite évidemment à aller, liker sa chaîne, la suivre, elle est vraiment cool. Et puis, en tout cas, j'espère que ce type de contenu vous plaît. Ça permet aussi de donner son point de vue, le mien, sur un milieu entre guillemets que je pratique depuis maintenant quelques temps. Allez, c'est parti! Et me dire, et alors, ça fait quoi que des grands groupes contrôlent le marché? Ça c'est une bonne question ça. Eh ben, pour le savoir, tournons-nous vers le cas Hachette Bolloré. Le plus gros d'entre eux. C'est un cas d'école. Hachette distribue tout un tas d'éditeurs et, puisqu'il est le distributeur le plus puissant, il est capable de leur imposer ses conditions. Bien sûr, il avantage ce qui sort des catalogues de ses propres maisons d'édition. Les maisons indépendantes distribuées par Hachette doivent donc être le plus rentables possible, si elles veulent continuer d'être proposées aux libraires et d'être mises en avant par Hachette. Il faut qu'elles rapportent de l'argent à Hachette, et beaucoup, le plus possible. Sans quoi, elles ne sont plus soutenues. D'autant plus que, comme nous l'avons vu, ces maisons sont endettées envers leurs distributeurs, Hachette donc. Et si elles veulent continuer à exister, elles n'ont d'autre choix que de continuer à jouer le jeu malsain de la surproduction. Dites-vous bien qu'Hachette est à ce point puissant que l'achat d'un titre comme Hirayasumi chez le Lézard Noir, éditeur de manga indé, c'est 20% qui part dans la poche de Bolloré via sa diffusion-distribution. Techniquement, c'est un peu plus. C'est-à-dire que, même si vous voulez soutenir des boîtes indées, même des boîtes engagées, il y a de grandes chances que vous donniez en même temps quelques pièces à l'extrême droite. C'est ce qui rend la question d'autant plus complexe. Faut-il laisser couler des éditeurs et des artistes importants pour ne pas soutenir Bolloré, ou bien les soutenir malgré sa présence? C'est une vraie question philosophique. Faut faire un choix, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'éditeur, ou en tant qu'auteur. Écoutez, moi j'ai choisi d'emblée de me priver de ce réseau et de la puissance historique du groupe Hachette, avant même que Bolloré, en tout cas, s'immisce dedans. Donc c'est un choix, c'est une volonté, à mon avis. Voilà une question qui n'est pas vite répondue. Imaginez maintenant qu'en plus de posséder la moitié du marché de l'édition, de diffuser et distribuer les bouquins des autres, le groupe Hachette possède aussi ses propres imprimeries et ses propres librairies. Et encore, si c'était que ça. Mais Bolloré possède aussi plusieurs médias, le groupe Canal+, Europe 1, RFM, des magazines comme Gala, Voici, Femme Actuelle, Paris Match. Sans oublier CNews, son relais principal, fief de Pascal Praud et de tous les autres pions du milliardaire. Manifestement, les policiers font leur travail et les gens en face sont blancs. C'est pas facile pour eux. Et puis des salles de spectacle comme l'Olympia ou les Folies Bergères, parfaites pour organiser des petits événements. La mécanique est bien huilée. Bolloré publie un copain dans sa maison d'édition Fayard, le pousse dans les librairies via Hachette, le fait inviter dans ses plateaux télé, lui fait de la pub dans ses magazines et les met en avant dans les gares via ses magasins relais. Une vraie synergie de groupe. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens qui nous parlent à tout va de liberté d'expression toute la journée ferment les yeux devant ce qui se joue à ce niveau-là. Enfin bon, comme le dit Hanouna, on ne crache pas dans la main qui nous nourrit. On sait même pas de quoi tu parles. Renseigne-toi, c'est ton On sait patron. même. Toi t'es Protège une ton merde. patron Toi au t'es moment une où merde. c'est venu, C'est c'est lui. Mais bon, c'est pas grave, il reste les éditeurs indépendants, non? Non? Et Whiskur, il en reste, mais ils ne sont pas en grande forme. Ok, mais t'es qui? Excuse-moi, moi c'est Quentin, j'ai été éditeur de BD dans un groupe et j'ai co-créé le média Courbouillon qui questionne. Je vous invite à aller sur Ulule. En ce moment, il y a encore la campagne de Courbouillon. On y a participé au nom de Comics Initiative. Prochaine revue, en tout cas, qu'il va falloir vraiment aller lire. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience parce qu'en tout cas, ils sont hyper intéressants et leur point de vue, en tout cas, la présentation de la revue semble vraiment hyper cool. Nos imaginaires et qui défend la création indépendante en BD. Allez, on t'écoute. Alors en novembre dernier, à la maison d'édition L'Association lançait un grand appel à l'aide intitulé « Et si demain l'association n'existait plus ?» Ça a été une immense claque pour les éditeurs de BD indépendants, mais pas que. L'association, c'est la grande sœur de tous les indés. C'est dans leur catalogue que sont des classiques comme Persepolis de Marjane Satrapi, le Pyongyang de Guy Delisle, L'Ascension du Haut-Mal de David B. ou encore Les Lapino de Lewis Trondheim. Je m'appelle Lewis Trondheim, je suis auteur de bande dessinée. Ils ont complètement cassé les codes graphiques et narratifs de leur époque et ont été les fers de lance de la BD autobiographique et du roman graphique, comme on dit. Mais ce qui est d'autant plus inquiétant dans ce cri d'alerte, c'est qu'il n'est pas un cas isolé, loin de là. Quelques mois plus tôt, c'était la maison d'édition Ça et Là qui lançait sa campagne de dons. Eux qui ont pourtant glané 2 fauves d'or d'affilée à Angoulême en 2022 et 2023.
C'est vraiment des poids lourds en fait, en termes de symbolique, que ce soit CLA ou l'association. Là, on va parler d'ici même juste après, mais en tout cas, ouais, ça fait partie des poids lourds de l'édition indépendante et c'est vrai que, malheureusement, c'est pas les seuls, hein. Tout le marché de l'édition indépendante est galère et j'espère en tout cas que donc Quentin va nous expliquer, en quoi, en tout cas son point de vue. Associée à ici même qui s'est sauvée en se revendant à petit, avant que petit à petit ne soit elle-même placée en redressement judiciaire. Bref, C'est dingue. c'est la merde. Mais tout ça c'est logique, non? Les gens n'achètent plus de livres, ils préfèrent passer leur temps sur TikTok. Alors on vend plus de BD et logiquement c'est les plus faibles qui payent l'édition en premier. J'ai bon, non? C'est ça? Bah non, tout ça c'est des conneries. Enfin, revenons un peu sur les chiffres, vous allez voir. L'année dernière, 2025, effectivement, le chiffre d'affaires global de la BD s'est rétracté, on parle de 5% de ventes en moins, et l'année précédente c'était déjà 9% en moins. Ok, mais si on regarde un petit peu plus long terme, on observe que la baisse de ces dernières années, elle fait suite à une explosion des ventes pendant le Covid. Et puis cette explosion au moment du Covid suivie de cette dégringolade progressive, si on regarde de plus près, c'est avant tout celle du manga. Bah oui, on les a tous vus pendant le Covid, ces lycéens se ruant sur l'intégrale de One Piece ou de Berserk armés de leur passe culture et ça en a fait grincer des dents. Sauf que le manga en France, il est extrêmement peu édité par des indépendants. Allez quoi, il y a le Lézard Noir, il y a Macho, quelques émergents comme Cool Books, mais Et nous, on essaye! l'écrasante majorité du secteur, elle est détenue par des groupes. Bref, les éditeurs de BD indépendants dont font partie de l'association SALA, ceux dont on parlait plus tôt, on les retrouve avant tout dans un segment du marché appelé BD de genre. C'est-à-dire tout ce qui n'est ni du comics, ni du manga, ni de la jeunesse. Et ce segment, il est à peu près stable. Il était même en légère augmentation en 2024. Alors comment expliquer que les indés tombent comme des dominos? Un seul mot, la best-sellerisation. C'est comme ça qu'on appelle le fait que le marché de la BD repose de plus en plus sur quelques têtes de proue. Désormais, les ventes se concentrent sur quelques titres et les éditeuristes qui n'arrivent pas à trouver leur poule aux œufs d'or étouffent, noyés par les méga structures qui n'ont plus que ce mot à la bouche. Du best-seller, toujours plus de best-seller. Le problème, c'est donc pas tant le manque de lecteurs que la structure du marché. Tout ça, c'est une conséquence logique de la surproduction dont on parlait Scur tout à l'heure. La bataille pour la place en librairie et l'attention du public en devient de plus en plus féroce. Alors pour mener ce combat, si tout continue comme ça, les petites structures ne disposeront bientôt plus que de deux solutions. Intégrer un groupe ou disparaître doucement. C'est un peu le dilemme. Mais comment on en est arrivé là? Une expérience qui illustre ça à merveille, c'est celle racontée par André Chiffrin dans son livre L'édition sans éditeur aux éditions La Fabrique. C'est pas très long à lire, donc je vous le recommande d'autant plus, et toutes les sources sont bien sûr en description. L'auteur y raconte l'histoire de Pantheon Books, la maison d'édition fondée par son père, Jacques Chiffrin, à New York en 1941. C'est un cas d'école de ce qui va se passer au niveau macroscopique dans l'édition américaine autour des années 1980. Dès la fin de la guerre, Pantheon Books se fait une grande renommée aux États-Unis en publiant en anglais des auteurs de référence. On y retrouve Foucault, Sartre ou encore Chomsky. André Chiffrin décrit comment ce catalogue pointu a contribué à nourrir le débat public aux États-Unis et créer une opinion publique de gauche bien informée, grâce à des livres se vendant parfois à des dizaines de milliers d'exemplaires. Quelques années après la mort de son père en 1961, les autres actionnaires de la maison décident cependant de lâcher l'affaire et revendent leur part à Random House, l'un des plus gros éditeurs de l'époque. C'est à ce moment-là qu'André est appelé pour reprendre les manettes. Celui-ci poursuit l'œuvre de son père en publiant des succès plus intellectuels que commerciaux, mais la maison est à l'équilibre, assure-t-il. Et ça, notamment grâce à des livres de référence qui se vendent sur le temps long. Seulement, tout déraille quand le groupe d'édition Random House est lui-même revendu dans les années 1980 à un plus gros groupe nommé New House. Au départ, si le nouvel actionnaire promet qu'il s'abstiendra d'intervenir sur la ligne éditoriale de Random House et de ses maisons, le vent tourne très vite. Le département de texte universitaire, comme souvent le moins rentable, est le premier à sauter. L'argent de la vente sert à racheter Crown Books, une maison d'édition très commerciale aux publications que Chiffrin qualifie de bas de gamme. Puis New House pousse Random à payer de grosses avances pour acquérir le livre d'un spéculateur immobilier dont il est persuadé qu'il sera un grand succès commercial, un certain Donald Trump. Mais en plus d'être interventionniste, New House n'aime pas voir publier dans son empire des titres allant à l'opposé de ses idées politiques. Alors Pantheon Books, la petite maison de Chiffrin, sera sa prochaine cible. Il lui impose des objectifs financiers stricts. Chacun de ses livres doivent désormais être rentables individuellement. Ils ne peuvent plus se rembourser l'un l'autre comme il est de coutume dans l'édition. C'est ce qui arrive souvent en fait quand une maison d'édition est rachetée, c'est-à-dire que l'actionnaire qui prend, on va dire qui prend le position, qui se place en tout cas sur la maison d'édition qui a besoin, va se faire progressivement évincer par un jeu tout simplement de rentabilité qui est toujours plus important. C'est aussi par rapport à des objectifs qui sont toujours de plus en plus difficiles à atteindre. Il y a plein d'exemples en fait qui viennent corroborer ce que dit pour le coup Quentin et c'est là où il faut faire attention entre savoir ce que l'on fait pour survivre ou ce que l'on fait pour en tout cas tenir le plus longtemps possible. Ça c'est évident. Puis il met en concurrence les maisons du groupe et peu à peu il assèche et démantèle le petit Pantheon Books jusqu'à l'empêcher purement et simplement de publier tout livre politique.
Et s'il y en a devant cette vidéo qui se disent ils sont fous ces États-Uniens, je leur conseille de lire Le contrôle de la parole, toujours écrit par André Chiffrin, dans lequel il raconte comment les mêmes mécanismes se sont mis en place en France 2 décennies plus tard. C'est le cas. Bon, maintenant on a compris que l'édition c'est devenu une affaire de gros sous. Mais qu'est-ce que ça implique pour nous, lecteurs et lectrices ? Après tout, les gros groupes sont plus stables pour faire face aux intempéries. Ils ont plus de force de frappe pour promouvoir la lecture au plus grand nombre, non ? Sauf que l'actionnaire de Hachette, vous croyez qu'il en a quelque chose à faire de l'indépendance éditoriale, de la bibliodiversité ou de l'art ? Détenir des actions dans un groupe, c'est avant tout un rapport marchand. On les achète pour qu'elles prennent de la valeur ou pour toucher des dividendes. Or, si le gros des recettes, comme partout, est capté par les plus gros, c'est sur les plus petits que repose toute la chaîne du livre. Présence dans des petits salons du livre, animation dans des bibliothèques, dans des écoles. Si les libraires et les auteurs font vivre la lecture localement, il ne faut pas oublier la place des petites maisons d'édition dans le tissu culturel local. Or, c'est aussi depuis cette échelle qu'infuse le goût de la lecture et du livre. Comme on l'a vu, l'édition financiarisée est mue par des logiques de rentabilité à court terme. Elle n'aime pas le risque, ou alors seulement quand il peut rapporter gros. Alors qu'y reste-t-il pour faire émerger des codes graphiques innovants, pour donner leur chance à de jeunes auteurs et autrices, pour porter des voix contestataires ? Ce sont les indépendants avec leur bout de ficelle qui s'y collent. Mais une fois que ces nouvelles générations d'auteurs et d'autrices trouvent leur public, que ces codes graphiques et narratifs font leurs preuves commercialement, dès lors les groupes reviennent toquer à leur porte, chez qui en bas. Alors beaucoup d'auteurs et d'autrices ayant hébergé chez des indépendants les rejoignent. Et qui peut les blâmer ? Vous saviez-vous que 60% des auteurs et autrices gagnent moins que le SMIC ? Pour l'instant, ce système branle entier. À force de rogner de la place en librairie, de gratter des parts de marché, de récupérer les auteurs et autrices dès que leur travail devient rentable, qui sera encore là demain pour raconter notre époque ? Et si un milliardaire décide que finito, on parle plus de tel ou tel sujet dans son groupe, est-ce qu'on est prêt à accuser le coup collectivement ? Et moi, malheureusement, ça on peut en parler, je suis l'ennemi commun type. Je suis le bouc émissaire parfait, je suis le paratonnerre idéal. D'autant plus qu'un nouvel acteur est en train de secouer tout ce petit bazar, l'intelligence artificielle. Alors à la fin, qu'est-ce qu'il nous restera pour s'informer, pour travailler nos imaginaires ou tout simplement pour s'émanciper ? En réalité, il n'y a même plus besoin de jeter un œil outre-Atlantique pour voir ce qui nous attend. C'est ouf parce que côté réflexion, on est effectivement là tous un petit peu à être interpellés par ce côté concentration du marché, ce côté obligation d'être en mode survie en fait au niveau de l'édition indépendante, et puis tout ce qui va être lié à l'irruption et l'arrivée de l'intelligence artificielle entre des maisons d'édition qui utilisent déjà l'IA. Je sais certains font même des livres entièrement comme ça, que ce soit des visuels de couverture. Moi, je trouve ça un petit peu dingue de se dire qu'on met de côté les auteurs et les artistes de cette manière-là. Donc, effectivement, ce sont des pistes de réflexion, en tout cas, qu'il faut continuer à creuser pour trouver des solutions plus réjouissantes. On a déjà un pied dedans. Soutenir les Que petites faire? maisons. Je sais pas trop. Je vous dirais bien de soutenir les maisons indépendantes, les petites structures, les créatrices de nouveaux imaginaires. Encore faut-il les connaître et se rendre réceptifs à ce qu'ils et elles proposent. On va pas se mentir, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je suis en train de m'ouvrir l'esprit au travail des petites structures. Et j'ai plein de trucs à vous raconter. Au début de la chaîne, j'étais ici, au sommet. J'étais déjà fin content de lire des BD. Ensuite, je suis descendu ici quand j'ai découvert les romans graphiques. Pour être honnête, je pensais avoir déjà passé la thermocline, mais en fait, j'avais à peine les orteils trempés. Parce qu'il existe tout un monde sous la surface dont j'avais même pas idée, et dont j'avais un peu peur. On va y plonger ensemble dès la rentrée prochaine, en se mouillant. Allez, là, je pense que la piste de réflexion est en tout cas bien menée. Ça va nous emmener effectivement vers un soutien des petites structures, dont Comics Initiative fait partie. Celles qui font preuve en tout cas d'idées, de tentatives, de projets souvent risqués. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça, on va dire, il n'y a qu'une personne, en tout cas, qu'une seule catégorie de personnes qui pourra nous le dire. C'est vous, en fait, c'est les lecteurs, les lectrices. Si ça vous plaît, écoutez, continuons l'aventure. Et si ça ne vous plaît pas, forcément, ça nous emmènera un peu plus proche, entre guillemets, de réduire la voilure, de réduire le nombre d'albums que l'on peut sortir, que ce soit chez nous ou dans d'autres maisons d'édition. Donc effectivement, prenons la diversité culturelle, il y a que ça de vrai. Et ouais, non, je trouve que cette vidéo, en tout cas, du Fils de Bulle est vraiment intéressante. Le point de vue de Quentin et également Courbouillon. Voilà, ça c'est une revue en tout cas que je vais sur laquelle en tout cas je vais me plonger dès son arrivée, et ça risque d'être quand même, je trouve en tout cas vraiment cool. Donc en tout cas voilà. Donc abonnez-vous au Fils de Bulle si ça n'est pas encore fait. Puis écoutez, je pense que la prochaine vidéo React, on parlera notamment de l'IA, hein, qui on va dire ça peut-être
qui d'après certains retours va s'imposer notamment dans le milieu des mangas. Voilà, donc doit-on avoir encore un peu plus peur lorsqu'on publie des mangas en France par rapport au Japon? Bref, on en reparlera la prochaine fois. À très bientôt. Ciao, ciao.